D'accord, Alexander. Parlons de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Quelles sont vos premières pensées à ce sujet? Évidemment, c'est la plus grande histoire de l'année. Eh bien, c'est de loin l'histoire la plus importante de l'année jusqu'à présent. Et à bien des égards, je pense que c'est la plus conséquente. La première chose à dire est que vous et moi avons discuté de la possibilité et de la probabilité de tentative d'assassinat sur Donald Trump de manière informelle. Nous avons évoqué nos préoccupations à ce sujet dans divers programmes, certainement sur ma chaîne et dans les programmes que nous avons faits ensemble. D'autres personnes en ont parlé de manière encore plus directe que nous. Il n'y a rien de surprenant à cela. Nous avons vu l'implosion de la campagne de Biden au cours des 17 ou 18 derniers jours. Nous avons eu des semaines, des mois et des années d'hystérie et de panique à propos des perspectives d'une présidence Trump. Cela affecte inévitablement l'esprit de certaines personnes. Vous auriez pu vous attendre dans ce genre de situation à ce que le Secret Service, une organisation que j'ai toujours tenue en haute estime, s'assure absolument que le candidat, Donald Trump, soit protégé de manière sécurisée et appropriée. Quelles que soient vos opinions sur cette tentative d'assassinat, comment elle s'est produite ou qui l'a perpétrée, ce qui ressort immédiatement, c'est que le Secret Service a échoué, et a échoué de manière abominable. Même mes yeux inexpérimentés peuvent le voir. Pour une analyse absolument cinglante de cela, Eric Prince l'a fourni. C'est son travail. Il a souligné de toutes les manières possibles comment tout ce qui a été fait par le Secret Service avant cette attaque témoigne de l'incompétence la plus extrême et de niveaux de négligence qui inévitablement cela va provoquer des questions. Maintenant, je ne vais pas fournir les réponses à ces questions. Mais si vous voulez savoir quelles sont ces questions, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur Internet. Ça fourmille de spéculations selon lesquelles cela ne s'est pas produit par hasard, que les services secrets avaient reçu des ordres de se retirer. Je ne commente pas cela, je ne sais pas. La vérité est que tout ce que je dirais, c'est que la cible la plus évidente pour un assassinat dans le monde n'était pas protégée de la manière dont elle devait l'être, et qu'elle aurait dû l'être au milieu d'une campagne présidentielle extrêmement tendue. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Donald Trump a magnifiquement réagi à l'événement. Dire qu'il a agi héroïquement, comme certains médias l'ont dit, minimise presque le niveau de courage qu'il a montré. Cela donne l'impression que c'est une œuvre de fiction. Ce n'était pas une œuvre de fiction. Il a montré une incroyable défiance et courage. Face à cette attaque, il s'est levé, a levé le poing en l'air, avec du sang coulant sur son visage. Il a parlé de combattre et de combattre. Il a maintenant publié des déclarations disant qu'il ne va en aucun cas modifier son emploi du temps de campagne. Juste avant que nous ne réalisions ce programme, j'ai vu des images de lui arrivant à Milwaukee pour la convention républicaine. Le Parti républicain va maintenant massivement se rallier derrière lui. L'image de lui levant le poing en l'air avec le drapeau américain flottant derrière lui est emblématique. Les gens la comparent à la célèbre image des Marines levant le drapeau à Iwo Jima. Elle va dominer les images de cette campagne. Même si Trump agit ainsi et publie des déclarations qui montrent sa détermination et projette du leadership, nous avons Biden qui marmonne des mots à peine convaincants. Cela souligne peut-être le contraste incroyable entre le dynamisme, l'énergie et le but de Trump, le candidat, et l'épuisement, l'incompétence et le vide du candidat sortant. Maintenant, je ne veux pas faire de prédictions définitives.
Je ne peux pas dire que cette élection est terminée parce que les réalités et les complexités de la situation politique aux États-Unis aujourd'hui rendent les projections définitives impossibles. Mais à partir de ce moment, je pense que la probabilité écrasante est que Donald Trump sera élu président en novembre. Je pense qu'aucun démocrate ne voudrait lui tenir tête. Il ressemble à une force écrasante et imparable. Il a projeté de la force, du courage et un but à ses partisans, même si le président, son rival, s'effondre autour de lui et que le Parti démocrate se désintègre. Le Parti républicain va maintenant se rallier derrière lui. Il me semble que, sur toute analyse objective, si c'était une élection normale, Trump serait maintenant sûr et confiant de gagner en novembre et d'être réélu président des États-Unis. Oui, Brian Berletic a également fait une excellente vidéo sur Trump et la tentative d'assassinat. Il a parlé des nombreuses lacunes de sécurité autour de Trump. Dan Bongino a également discuté de cela l'autre jour sur Fox News. Dan Bongino est un ancien agent des services secrets, donc il comprend ce qui se passe. Je vous suggère de consulter Eric Prince, Brian Berletic et Dan Bongino. Je pense que vous aurez une bonne compréhension de ce qui aurait pu se passer ou, dans ce cas, de ce qui ne s'est pas passé pour protéger Trump de ce tireur. Mais concentrons-nous sur ce qui se passe maintenant à l'avenir. Me and you, let's focus on what happens now going forward. Biden spoke to the American people from the Oval Office. Biden s'est adressé au peuple américain depuis le bureau ovale. Il a parlé de l'absence de violence en politique. Le message est maintenant axé sur l'unité. Trump a donné une interview au New York Post, ainsi qu'à Byron York. Trump a également parlé de donner un message plus unificateur à l'avenir. Il y a des discussions selon lesquelles la rhétorique de cette campagne pourrait se désamorcer. Trump le pense probablement lorsqu'il dit qu'il envisage de formuler un message plus unifié. En écoutant Biden aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression que les démocrates et la campagne de Biden voulaient vraiment calmer les choses et modérer la rhétorique. To cool things down and to tone down the rhetoric. I think they're going to continue in much the same way they. Je pense qu'ils vont continuer de la même manière qu'avant la fusillade. Démoniser Trump et ses partisans, le mouvement populiste et le mouvement MAGA. Je ne les vois pas tirer de leçons de cela. Je pourrais me tromper, mais je ne vois pas les démocrates apprendre quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'ils aient en eux la capacité de calmer les choses, surtout en ce qui concerne Trump. Il y a cette obsession, cette haine. Je ne la comprends pas. Je ne sais même pas s'ils la comprennent. Mais quelles sont vos pensées pour l'avenir? Comment voyez-vous les choses évoluer au cours des 5 prochains mois? Et je veux juste dire une chose de plus. Tout le monde dit que Trump est sûr de gagner. Il va gagner l'élection. En ce moment, il semble que oui, il est imparable. Je suis d'accord. Mais nous avons 5 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer en 5 mois. J'ai lu des rapports selon lesquels la campagne de Biden et les démocrates travaillent dur pour élaborer une stratégie afin de faire face aux derniers développements avec Trump et cette tentative d'assassinat. Gardez à l'esprit, Alexander, que les échecs cognitifs de Biden ne sont plus dans le cycle de l'actualité. Personne n'en parle plus. Donc peut-être que cela a également sécurisé la position de Biden en tant que candidat pour novembre. D'accord. Beaucoup de choses à dire ici. Tout d'abord, ce n'est pas gagné d'avance. Cette élection n'est pas gagnée d'avance. Nous ne devons jamais penser cela dans cette campagne électorale. Si cette élection avait eu lieu dans les années 1970 ou 1980, après un événement comme celui-ci, on dirait certainement, après qu'un des candidats ait agi de la manière dont il l'a fait face à cet assassinat, ce serait presque une victoire certaine. Comme Reagan exactement. Ou comme Reagan ou n'importe qui d'autre. Ce n'est plus l'Amérique d'autrefois.
Nous parlons d'un pays profondément polarisé. Nous parlons d'une bureaucratie d'État qui est presque hors de contrôle. Nous parlons d'un parti démocrate qui déteste Trump de manière absolument viscérale. Nous parlons d'un média qui déteste Trump de manière absolument viscérale. Maintenant, je comprends que The Guardian et The Observer et l'édition du dimanche de The Guardian sont des journaux britanniques. Ils sont très très proches du Parti démocrate et sont largement lus aux États-Unis. Le même jour où cette tentative d'assassinat a eu lieu, juste avant la tentative, ils ont publié un éditorial dans lequel ils ont qualifié Donald Trump de tyran. Je veux dire, c'était le mot exact utilisé, et c'était l'un des mots les moins extrêmes utilisés à propos de Donald Trump dans cet éditorial. Used about Donald Trump in that editorial. And that is the message they have been pumping up. Et c'est le message qu'ils diffusent depuis des semaines, des mois et des années. Une grande partie de leur base électorale y croit maintenant. En fait, la veille de cet assassinat, je parlais à un comptable d'un des grands cabinets comptables américains. C'est un ami personnel. Il disait qu'il n'est pas un partisan de Trump, soit dit en passant, mais si jamais il exprimait un quelconque intérêt ou sympathie pour Donald Trump lors d'une réunion sociale à son bureau, la moitié des personnes dans la salle seraient silencieuses, les autres s'en prendraient à lui. Half the people in the room would remain silent, all of the others would come after him, and his entire position in that firm would be in jeopardy. Et toute sa position dans cette entreprise serait en péril. C'est le niveau d'animosité contre Donald Trump. Compte tenu de cela, un événement comme celui que nous venons de voir ne peut pas changer cette dynamique. Les démocrates ne peuvent pas simplement atténuer toute la rhétorique qu'ils utilisent depuis des années, remontant au jour où il est descendu de cet escalier roulant dans la Trump Tower en 2015. Ils parlent de lui de cette manière sans relâche. Vous ne pouvez pas simplement l'éteindre. Vous ne pouvez pas faire en sorte que toutes ces personnes qui parlent de Donald Trump de cette manière s'arrêtent soudainement. Donald Trump in the way that they have been all this time, suddenly to stop talking like this. So, arrêtez soudainement de parler comme ça. Donc nous allons voir cela continuer. Je pense qu'il y aura une certaine accalmie pendant peut-être une semaine environ, mais d'ici la convention démocrate en août, vous pouvez être absolument sûr que la rhétorique sera de retour à pleine intensité. Ils essaieront d'oublier ce qui vient de se passer. Même s'ils comprennent à un certain niveau que c'est une erreur, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils y reviendront. C'est la première chose à dire. La deuxième chose qui va se produire à cause de cela, c'est que la rhétorique est tellement extrême que beaucoup de gens y croient. Le pays est tellement polarisé. Les élections en Amérique ne se déroulent plus comme avant. C'est une erreur fondamentale de penser que cette élection peut être une formalité. L'hystérie et la colère sont tout simplement trop grandes. Déjà, je vois des photos de personnes sur TikTok, des partisans du Parti démocrate, furieux que le tireur n'ait pas réellement atteint sa cible. C'est le genre d'atmosphère qui règne aujourd'hui aux États-Unis. La troisième chose que je vais dire, c'est que vous avez absolument raison. Cela détourne l'attention de Biden pendant un court moment. Cela signifie que plus probablement qu'autrement, Biden sera confirmé comme le candidat du Parti démocrate en novembre. Et bien sûr, du point de vue de Donald Trump, c'est le meilleur résultat possible. Il serait face à Biden. Les paroles de Biden étaient complètement peu convaincantes, je pensais, même si Donald Trump a su se montrer à la hauteur. La résilience de Donald Trump est étonnante. Juste après une tentative d'assassinat, il donne en fait des interviews. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens font. On pourrait penser que quelqu'un qui vient d'échapper à une balle de quelques centimètres, une balle qui aurait pu mettre fin à sa vie, aurait besoin de temps pour se remettre. Mais il donne des interviews.
Sa capacité à continuer à surmonter chacun de ces défis est remarquable. To rise above every one of these things is remarkable. The contrast between that and the president we have now. Le contraste entre cela et le président que nous avons maintenant est frappant. Vous obtenez cette adresse marmonnante et peu convaincante depuis le bureau ovale, échouant complètement à relever le défi et à parler de Donald Trump de la manière dont la situation l'exige. En tant qu'être humain, américain, et quelqu'un que le peuple américain devrait respecter en tant que candidat du Parti républicain, il n'y a rien de tout cela dans les paroles de Biden. Mis à part tout le reste, il n'y croit pas lui-même. Le contraste entre Biden et Trump est maintenant clair. Je ne vois pas comment il peut faire autre chose que jouer en faveur de Trump. Biden a prononcé un discours dans le Michigan un jour avant la tentative d'assassinat. Il a dit, et je paraphrase, qu'il est temps de recentrer l'attention sur Trump. Il traite des problèmes cognitifs que les médias mettent en avant, et Biden traverse tout cela. Dans le Michigan, il a dit qu'il est temps de mettre Trump sous les projecteurs. Il est temps de se concentrer sur Trump. Je crois que les médias grand public vont commencer à le faire. C'est ce qu'il a dit un jour avant la tentative d'assassinat quand il était dans le Michigan. Bien sûr, les médias sont maintenant concentrés sur Trump. Ils ne se concentrent plus sur Biden et tous les balbutiements et la confusion avec Biden. Les médias, cependant, utilisent leurs vieilles astuces. Ils savent qu'ils doivent parler de cette histoire, mais ils la rapportent sous l'angle suivant. Oui, il y a eu une tentative d'assassinat sur Trump, mais ne faisons pas de cela quelque chose de plus grand que ce que c'est. C'est un peu le récit. Je simplifie, mais c'est le récit qu'ils adoptent. Ne le faites pas passer pour un héros. Je crois que le Washington Post a même écrit un article disant qu'Elon Musk, David Sachs et d'autres capital risqueurs et hommes d'affaires éminents utilisent leur plateforme pour faire de Trump une figure héroïque. La raison pour laquelle ils disent cela est que Trump s'est levé et a levé le poing. Il a dit « Combattez, combattez, combattez » après la tentative d'assassinat. Donc, vous avez des gens comme Elon Musk qui rapportent essentiellement les faits, disant simplement « c'est ce que j'ai vu, ce que tout le monde a vu ». Les médias essaient de convaincre les gens « ne croyez pas ce que vous avez vu, ne croyez pas ce que Elon Musk vous dit, ne croyez pas ce que vos propres yeux vous disent ». Ce que nous vous disons en tant que The Washington Post, The New York Times et CNN, c'est qu'il y a eu du bruit. Trump est tombé. Il va bien. Passons à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui. Les médias essayent de faire croire que ce n'est pas une histoire aussi importante qu'elle ne l'est. C'est une histoire énorme. Mais ils la retournent. Ils recommencent leur vieux tour. En effet, hier, plusieurs heures après que tout cela se soit produit, j'ai lu un article dans les médias britanniques. The Guardian, qui est largement lu aux États-Unis et très proche du Parti démocrate, a fait référence à la tentative d'assassinat présumée. Ils l'ont qualifié de tentative d'assassinat présumée, même si la balle a frôlé et éraflé son oreille. Autrefois, ces astuces étaient très puissantes et avaient un réel effet. Cependant, je pense que cela devient plus difficile pour deux raisons. Premièrement, les médias ont été pris en flagrant délit concernant Joe Biden. The media has been caught with its pants down over Joe Biden. There was the Democratic Party debate. Il y a eu le débat du Parti démocrate. Les gens l'ont vu, des extraits en ont été publiés et republiés. Les médias, il y a seulement quelques semaines, faisaient semblant que Biden était le couteau le plus aiguisé du tiroir, l'homme le plus intelligent de la pièce, l'homme dont l'énergie et le dynamisme épuisaient ses jeunes assistants. Le peuple américain a été exposé à la réalité que rien de tout cela n'est vrai.
Cela a, je pense, déjà ébranlé la crédibilité des médias de manière considérable. Les gens ont vu ce qu'ils ont vu. Ils ont vu l'image. Ils ont vu la sécurité, les agents des services secrets semblant perplexes et confus. Nous avons vu Trump se lever le poing. Il sera impossible d'effacer cette image. Donc oui, c'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire. Mais cela devient de plus en plus difficile. Vous savez ce que Lincoln a dit un jour. Vous pouvez tromper la plupart des gens la plupart du temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Je pense que nous avons maintenant largement dépassé ce point. De plus en plus de gens commencent à douter des récits qu'on leur donne. Un point de basculement a essentiellement été franchi. Je ne sais pas si les médias comprennent cela. Je ne sais pas si l'équipe de Biden comprend cela. Mais il devient de plus en plus difficile de maintenir la prétention que les récits tournant autour de cette élection, du candidat démocrate et de Trump lui-même, sont encore vraiment convaincants. Je me demande comment cela affecte l'électeur indépendant. Les gens qui vont voter contre Trump ne votent pas vraiment pour Biden. Ils votent en fait contre Trump. Ils continueront à voter contre Trump parce que, comme vous l'avez dit, la haine est si forte et viscérale. Même avec une tentative d'assassinat, ils ne vont pas soudainement changer et voter pour Trump. Les gens qui soutiennent Trump continueront à le soutenir. Ce sont les électeurs indépendants qui m'intriguent. Comment cela va-t-il les affecter, étant donné que les médias traditionnels essayent de minimiser cela et de manipuler l'histoire et le récit? Je veux dire, logiquement, on s'attendrait à ce que de plus en plus d'électeurs indépendants voient clair dans ce jeu et commencent à se tourner vers Donald Trump. Ce n'est pas comme si l'économie leur profitait beaucoup. Et ce ne sont pas seulement les électeurs indépendants. Il y a aussi certains anciens électeurs démocrates. Nous voyons déjà un nombre croissant d'électeurs latinos et noirs, par exemple, voter pour Donald Trump ou dire qu'ils le feront. J'aurais pensé que ces images allaient bien résonner auprès des jeunes aussi. C'est le genre de choses que les gens recherchent et admirent chez leurs dirigeants, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Le courage est une partie très importante du leadership. Vous avez mentionné, et j'ai vu ces articles aussi, que certaines personnes disent « Ne qualifiez pas Trump de héros ». Ils minimisent l'importance de tout cela. Vous savez, nous sommes tous les deux grecs. Le mot héros est un mot grec. C'est exactement ce que font les héros. L'héroïsme est exactement ce que nous avons vu Trump faire. C'est exactement ce que c'est. Trump do. That is exactly what it is. Et Twainiste Singh. You take it from two Greeks. Prenez l'exemple de deux Grecs. Lisez l'Iliade et la guerre de Troie et voyez comment les héros se comportent là-bas. C'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Le courage physique, la capacité de continuer et de se battre, et de montrer non seulement du courage physique, mais aussi du courage moral, c'est ce que signifie l'héroïsme. Et comme je l'ai dit, Trump l'a montré. La plupart des gens, bien sûr, ne comprennent pas toutes ces définitions. Mais instinctivement, ils comprennent cela. Ils se disent, si je suis dans une situation difficile, si mon pays est dans une situation délicate, par qui est-ce que je veux être dirigé? Quelqu'un qui est capable de montrer du courage physique et moral, qui trouve les bons mots et qui montre qu'il est prêt à affronter la menace des tireurs d'élite. Au fait, rappelez-vous, Donald Trump n'aurait pas su qu'il n'y avait qu'un seul tireur d'élite là-bas. Il n'aurait pas su ce qui se passait. Néanmoins, il a su se montrer à la hauteur face à tout cela. Qui préféreriez-vous être dirigé par? Quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui a mené toute une campagne électorale présidentielle cachée dans un sous-sol, qui ne peut pas passer un débat télévisé, et qui se promène d'un air absent, s'appuyant tout le temps sur des papiers et des prompteurs,
L'héroïsme est quelque chose qui résonne avec la plupart des gens. Je dis ça, je dis rien. Yeah, the Biden White House. Oui, la Maison-Blanche de Biden, la classe politique mondialiste et les dirigeants de l'Occident collectif ont diabolisé Trump. Ils l'ont qualifié de dictateur, de voyou, et l'ont comparé à des figures historiques comme Staline. Ils font de même avec Poutine, Xi Jinping et Viktor Orban. Ils continuent de s'en prendre à Viktor Orban. Nous en parlerons dans une vidéo séparée. Peut-être que l'Occident collectif et les médias ne disent pas la vérité sur tous ces dirigeants. Peut-être que c'est exactement le contraire. Peut-être que Trump n'est pas le méchant, mais une figure héroïque. C'était définitivement un acte héroïque. Cela ne peut pas être nié. Même si vous êtes le New York Times, vous ne pouvez pas nier que quelqu'un a essayé de le tuer. Et il s'est héroïquement levé et a dit à tout le monde présent de se battre, se battre, se battre. C'est un acte héroïque, que vous aimiez Trump ou que vous le détestiez. Ces actions en disent long. Que doit faire Trump maintenant pour aller de l'avant? Je dirais choisir un vice-président et redoubler d'efforts pour mettre fin à toutes les guerres. Qu'en pensez-vous? And double down on winding down all the wars. What do you think? Absolutely, that's exactly what he needs to. He needs to pick a good VP, which Absolument. C'est exactement ce dont il a besoin. Il doit choisir un bon vice-président. Les rumeurs aujourd'hui disent qu'il va opter pour J.D. Vance, qui, à mon avis, serait la bonne personne d'ailleurs. C'est mon propre point de vue. Bien sûr, l'aile néoconservatrice du Parti républicain, l'aile McConnell, ne sera pas contente, mais je pense que la base républicaine le serait. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Il doit se diriger vers une politique de désescalade, de réduction des guerres, de mettre fin à ce militarisme et à cette confrontation sans fin dans lesquelles l'administration nous a entraînés. Il doit donner aux gens aux États-Unis l'espoir que le prochain président, qui sera lui-même, mettra réellement leurs intérêts, ainsi que ceux des États-Unis, en premier, plutôt que ceux du projet néoconservateur globaliste. Il devrait faire quelque chose de sérieux et réaliste pour améliorer la vie des Américains, qui ont dû faire face à une pression économique considérable avec l'inflation et toutes ces sortes de choses. Considerable economic pressure with inflation and all of those kind of things. So, give a message of hope, in other words. Donc, vous savez, donner un message d'espoir. En d'autres termes, espérer que les guerres prendront fin, que la paix sera rétablie et que les États-Unis pourront revenir à la normalité. Une situation où ils se concentrent sur eux-mêmes, leur économie et le bien-être de leur peuple. Ce n'est pas vraiment un message particulièrement difficile à formuler. Mais si Donald Trump fait cela et persuade les gens qu'il est capable de tenir ses promesses, eh bien, moi je penserais qu'il serait un homme très très difficile à vaincre. Oui, il devrait rassurer tout le monde qu'il ne va pas remplir son cabinet de néoconservateurs. Absolument. C'est la plus grande peur que j'ai avec Trump. Il était dans l'avion pour Milwaukee, escorté par Lindsey Graham. Je lisais les interviews qu'il a données au New York Post, et Graham était juste à ses côtés. Quand je lis des choses comme ça m'inquiète toujours. Je veux dire une petite chose. Je pense que J.D. Vance est le bon choix. J'aimerais aussi voir Tulsi Gabbard, mais je ne pense pas que ce soit réaliste. Mais J.D. Vance est le bon choix. Cependant, je dois être honnête. Je pense que J.D. Vance a récemment pris une position plus dure contre la Russie et une position plus douce avec Zelensky en Ukraine. C'est ce qui ressort de sa rhétorique. Il semble se rapprocher un peu plus de Mitch McConnell. Je ne veux pas exagérer, mais il semble qu'il ait légèrement changé de position. Oui, je suis d'accord. Vers le côté néoconservateur de Mitch McConnell. Je ne sais pas si je me trompe, mais de toute façon, ça va. Non, vous avez tout à fait raison. Je suppose que c'est encore une fois, en partie, une manœuvre
pour devenir le choix vice-présidentiel parce que Trump ne servira qu'un seul mandat. Il est très probable que celui qu'il choisira comme vice-président sera le candidat du parti pour la prochaine présidence dans 4 ans. Donc je pense que c'est ce que fait J.D. Vance. Le point que je voudrais souligner est que intellectuellement, je pense que J.D. Vance comprend très bien les réalités de la guerre en Ukraine. Il l'a montré, et je ne pense pas qu'il ait changé. Mais le fait qu'il ait changé de position montre à quel point les néoconservateurs sont encore forts au sein du Parti républicain. Et comme vous le dites à juste titre, Trump lui-même a l'ombre de Lindsey Graham toujours là à ses côtés. C'est très inquiétant. Votre inquiétude est partagée par beaucoup de gens que je connais, y compris moi-même. Tout comme il l'a fait lors de son premier mandat, Trump pourrait faire entrer ces personnes et être pris en charge par elles, tout comme il l'a été la dernière fois. C'est la grande peur. That's the big fear. All right. D'accord. TheDuran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et allez à la boutique The Duran. Prenez des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Down below. Take care.